J'ai décidé de dissoudre l'Assemblée nationale. C'est de la poudre de perlimpinpin. Cet adversaire, c'est le monde de la finance. Et vous avez tout à fait raison, monsieur le Premier ministre. Je vous demande de vous arrêter. Ça reste entre nous. Bonsoir, bienvenue sur Radio J, ça reste entre nous, le rendez-vous incontournable tous les mercredis à 21h, on vous emmène dans les arcanes de la politique et du pouvoir avec les meilleurs spécialistes, pas de langue de bois, pas de off, c'est la règle. Au sommaire ce soir, évidemment, le round 2 de la réforme des retraites au Sénat, et si les LR faisaient de la surenchère, on parlera également du climat. Notre planète brûle et on regarde ailleurs. Est-ce que Emmanuel Macron fait l'autruche sur la transition climatique et sur l'urgence climatique? Et puis, on évoquera le cas Noël Le Graët, règlement de compte à la FFF. Et si la ministre des Sports avait voulu la peau du président, de l'ex-président de la FFF, avec quelques petits arrangements sur ce fameux rapport d'audit qui suscite toutes les attentions. David Revaud-Dallon, ça reste entre nous. Ça reste entre nous, c'est parti donc ce soir avec autour de la table Marcelo Westfred du Parisien. Bonsoir Marcelo. Bonsoir. Gilles Bornstein, éditorialiste sur France Télé Info. Bonsoir Gilles. Bonsoir Antonin, bonsoir à tous. Et notre expert Frédéric Dabi, directeur général de l'IFOP. Bonsoir Frédéric. Bonsoir Antonin, bonsoir à tous. On va commencer tout de suite avec le round 2 de la réforme des retraites, donc qui arrive en débat au Sénat demain dans l'hémicycle, avec des sénateurs LR qui sont beaucoup plus disciplinés, c'est vrai, que leurs collègues députés, mais qui ont des exigences. Gilles Bornstein, il y a plusieurs points sur lesquels les sénateurs LR veulent marquer leur patte sur ce projet de loi. Est-ce que le gouvernement peut partir en confiance en se disant qu'un deal est possible avec les sénateurs LR, ou est-ce qu'il y a un risque, là encore, de surenchère ? Il y a toujours un risque de surenchère, mais manifestement, la situation pour le gouvernement est plus facile avec les sénateurs LR qu'avec les députés LR. Et vous avez parlé des domaines sur lesquels le Sénat ou les sénateurs LR veulent modifier le texte. Le paradoxe, c'est que les sénateurs LR, ce à quoi ils veulent s'attaquer dans le texte, c'est surtout les amendements que le gouvernement avait acceptés pour faire plaisir aux députés LR. Donc plus qu'un combat entre le gouvernement et les sénateurs LR, on a l'impression qu'il y a une concurrence entre les députés LR. On le sait que pour faire plaisir à Aurélien Pradier, eh bien, les chefs du parti, Éric Ciotti et Olivier Marleix, avaient accepté de militer pour du mieux-disant social sur les carrières longues, que le gouvernement l'avait accepté. Et là, on a l'impression que les sénateurs LR, soucieux de l'équilibre des comptes publics, veulent un petit peu revenir là-dessus. Donc, je caricature un petit peu, mais on dirait se prépare une sorte de conflit entre les sénateurs LR, plus proches du gouvernement, soucieux de l'équilibre des comptes publics, le texte finalement ressemble à ce qu'ils votent depuis 4 ans, et les députés LR qui, eux, ont été plus dépensiers. Alors, il y a quand même un point sur lequel les sénateurs LR, Bruno Retailleau, dans le Parisien, je crois, ce week-end, a souligné 2 marqueurs qui sont donc un geste envers les femmes qui ont des carrières hachées et qui ont 3 enfants, et surtout la fin des régimes spéciaux de façon accélérée par rapport à ce qui est prévu dans le projet de loi. Et ça, c'est un point dur pour la droite, et ce matin, le gouvernement a répondu. Alors, c'est autant la question des femmes, elle est assez vite réglée parce que le gouvernement est prêt à lâcher. Les LR demandent une sorte de surcote. Le gouvernement est prêt à lâcher une sorte de demi-surcote. Enfin, on est dans de la négociation habituelle. Autant sur la question des régimes spéciaux, c'est extrêmement explosif parce que ce que dit le gouvernement, c'est vous n'allez pas envoyer ce signal-là avant le 7 mars. Les syndicats n'attendent que ça. Les LR veulent accélérer, veulent accélérer la mise en place de ce qu'on appelle la clause, annuler la clause du grand-père, sur la clause du grand-père qui obligerait, c'est vrai, à attendre une quarantaine d'années avant qu'on soit dans les nouveaux dispositifs. Or, c'est un signal qui serait extrêmement... là, pour le coup, vous avez une grève reconductible à la RATP extrêmement suivie. Enfin, ça a une incidence très claire. Alors, le gouvernement, Elisabeth Borne en privé a dit très vite qu'elle était contre, mais c'est vrai que ce week-end, dimanche, Olivier Dussopt, il a dit pourquoi pas. Et là, Clément Beaune et Olivier Véran ont clairement dit fermer cette porte-là. Il n'empêche que le débat va exister. Voilà, le débat va exister. Il n'est pas sûr que les sénateurs LR reviennent en arrière sur ce point dur. Auquel cas, quand je parlais de surenchère, en fait, je pense que ça peut être un point de crispation. Dans la perspective du 7 mars, effectivement, on voit bien que ce sujet est explosif. Frédéric Dabi, est-ce que le gouvernement a raison de se méfier? Et comment vous interprétez les déclarations ce matin d'Olivier Véran en sortie de Conseil des ministres qui dit « Attention ».
ne mettons pas la France à l'arrêt parce que la note pour les Français sera encore plus salée. Comment vous voyez le bras de fer qui se profile la semaine prochaine ? C'est vrai que ce bras de fer vient après 2 semaines, on va dire, de pause ou du fait des vacances scolaires. La dernière journée de mobilisation, c'était il y a une quinzaine de jours. Elle avait été en plus peu suivie et vous vous souvenez que les syndicats avaient eu l'intelligence de se délocaliser du côté d'Albi, ville symbolique pour la gauche, on le sait, par rapport à Jean Jaurès, même s'il n'était pas d'Albi. Et c'est vrai que là, on arrive maintenant dans le dur avec une bataille de l'opinion, qu'il faut le dire, qui est complètement perdue. Notre dernière enquête IFOP fiduciale pour le JDD, on avait à peine moins d'un tiers, moins de 30% des Français favorables à la réforme. Et par rapport à ce que vous disiez, Gilles et Marcelo, du côté des sympathisants LR, on avait une fracture inédite avec du 50-50 sur le soutien à la réforme, avec un clivage générationnel auprès d'une droite plutôt jeune qui trouve la réforme injuste et des sympathisants de droite classique âgés qui soutenaient cette réforme comme toutes les réformes de structure libérale du quinquennat. Alors, ce qu'on vient de décrire sur les arcanes parlementaires, l'opinion publique ne le voit pas complètement. Par contre, la question des régimes spéciaux peut être un véritable détonateur. 95, retournons dans le passé. Alain Juppé est applaudi debout. Alors, c'était une majorité, une chambre bleu horizon à l'Assemblée nationale sur son réforme de la sécurité sociale. Mais dès qu'il introduit la question des régimes spéciaux, là, l'opinion publique est en ébullition et il y a un soutien massif à l'égard du mouvement social. En 2007, Nicolas Sarkozy dissocie réforme des retraites qui fera en 2010 et réforme des régimes spéciaux. Là, mettre ça l'un avec l'autre, c'est vrai que dans un contexte où, dans la fonction publique, la grève était en train d'être beaucoup moins suivie, peut être, je dirais, l'étincelle qui va créer un soutien massif du côté des personnes qui sont en possibilité de faire grève et bloquer le pays. Alors, il peut y avoir aussi un effet collatéral positif pour le gouvernement, c'est si le pays est complètement bloqué, la logique d'ordre et de chienlit pourrait non pas retourner l'opinion publique sur la réforme, je n'y crois pas une seule seconde compte tenu du fait que les choses soient figées, mais redonner un peu d'air au gouvernement. Mais c'est un risque, et Olivier Véran a raison de le dire, qu'il ne peut pas prendre. Oui. Alors, en l'occurrence, est-ce que le gouvernement, est-ce que l'Élysée, est-ce que le gouvernement redoute ce moment-là ? C'est-à-dire qu'on voit bien qu'il y a une forme de tension et de bras de fer par micro interposé entre le gouvernement et les syndicats. Est-ce qu'il y a un vrai danger pour le gouvernement, d'une certaine façon, Gilles Bornstein, que ça dégénère et que les Français soutiennent ces blocages et que le bras de fer se prolonge ? C'est toujours un équilibre compliqué. C'est sûr que le gouvernement forcément redoute la mise à l'arrêt du pays. C'est pas rigolo, un pays à l'arrêt. On a vu que après les déclarations d'Olivier Dussopt, d'ailleurs, la CFDT cheminot a voté pour la première fois pour une grève reconductible. Déjà, les troupes de Laurent Berger avaient dit on veut mettre le pays à l'arrêt, ce qui était un pas accompli par la CFDT. Là, de parler de grève reconductible après qu'Olivier Dussopt a dit pourquoi pas pour l'accélération des régimes spéciaux, même si Olivier Véran a dit non. C'est vrai que c'est compliqué pour le gouvernement. Après, c'est le rapport de force dans l'opinion dont parle Frédéric à l'instant. Est-ce que les Français soutiendront les syndicats, accepteront cette gêne, cette chienlit, ce bordel, comme dirait Gérald Darmanin, et le trouveront-ils justifié parce que la cause le vaut ? Tant leur opposition à la réforme est forte, ou est-ce qu'ils se diront finalement, ils sont gentils, les syndicalistes, mais enfin, font grève surtout ceux qui sont protégés par des régimes spéciaux, justement, et c'est eux qui nous empêchent de vivre. Et est-ce que ça va renverser l'opinion publique ? Je pense que beaucoup au gouvernement aimeraient avoir la réponse à cette question. Je suis incapable de vous le dire, c'est sûr que le blocage ne fait pas plaisir. Les syndicats ont eu l'intelligence, Frédéric l'a dit, les syndicats ont eu l'intelligence de renoncer à faire grève pendant les vacances scolaires, et ils l'ont dit texto, on le fait pour se ménager l'appui de l'opinion publique, et j'ai entendu un syndicaliste hier dire, le patron de la CGC, je crois, dire on espère que les Français nous seront gré de leur avoir épargné les vacances. Et c'est quand même très intéressant de le dire comme ça ouvertement, de faire part de sa stratégie à libre ouvert. La pédagogie de la bonne grève. On les a épargnés pendant les vacances et maintenant on espère qu'il nous soutiendra, même si on sait que ça va un petit peu les gêner dans leur vie quotidienne. Au passage, je voulais rappeler que cette réforme donc, était censée faire économiser 17,7 milliards d'euros, finalement va rapporter 10 milliards d'euros. À peine, avec les mesures de compensation, à ce stade. Mettre le pays à sac ou en fracture, en tout cas, pour une réforme qui rapporte aussi peu, on peut se demander de l'utilité politique pour le gouvernement. La suite, Marcelo Westphal, gageons que le Sénat, au bout de 10 jours de discussion, vote
ce projet de loi. Est-ce que le gouvernement est sorti d'affaire? Après, il y a une commission mixte paritaire. Est-ce que si le Sénat vote cette loi, le chemin s'ouvre pour son adoption en dehors même des mouvements sociaux? Racontez-nous la suite. Alors déjà, il va falloir savoir si le texte est voté, parce que la gauche, certes, c'est pas la NUPES, on n'est pas à l'Assemblée nationale, il n'y a pas de LFI, mais il y a une tentation de plus en plus importante de cette gauche-là, et même des socialistes du Sénat, d'un blocage light. Blocage light, ça veut dire, par exemple, le 7 mars, au moment où les manifestants sont dans la rue, arriver à l'article 7 pour que il y ait une sorte de concomitance, mais ne pas aller, donc ralentir un petit peu, puis ensuite ne pas aller forcément jusqu'au vote. Dans ces cas-là, bon, le Sénat se tire une balle dans le pied, puisque dans ces cas-là, le texte n'est pas Là, vous voté. parlez de l'opposition de gauche. De gauche. Donc ça, c'est un fait nouveau, puisque la NUPES avait effectivement mis à sac les débats à l'Assemblée nationale. Jean-Luc Mélenchon avait notamment sollicité Marie-Pierre de La Gontrie et plusieurs socialistes pour leur conseiller de faire la même chose. Au début, on avait le sentiment que cette gauche-là, justement, avait à cœur de se montrer beaucoup plus responsable et constructive. Ce que vous nous dites là, c'est que c'est en train de bouger. C'est en train de bouger parce qu'en fait, en tout cas, il y a une hésitation stratégique qui est très forte parce que on a des sénateurs qui n'ont pas été élus dans le cadre de l'accord électoral de la NUPES, donc ils étaient beaucoup plus libres. On est dans une chambre haute qui tient à montrer sa différence avec l'Assemblée nationale, donc elle a une carte à jouer, et que par ailleurs, si elle est dans la surenchère, c'est très simple. Le texte repart à l'Assemblée nationale et le Sénat n'aura servi à rien. Donc ils doivent peser sur le texte. Et en même temps, on voit comment cette gauche, même hors NUPES, elle est quand même extrêmement travaillée par ce surmoi mélenchoniste qui fait que même, on parlait de Patrick Kanner, ancien ministre de François Hollande, social-démocrate. Ce n'est pas un bolchevique. Non, c'est pas un bolchevique, non. Et ben il est là, Il y a il bolchevique. est incapable, quand on l'interroge, il est incapable de dire s'il votera ou non, si on ira jusqu'au vote de ce texte. Mais Rappelons quand même que la gauche n'est pas majoritaire, donc ça ne pourra pas Mais c'est le troisième groupe d'opposition. Ce que dit Marcelo est très intéressant parce que moi, entre ces sénateurs, travaillés par une opposition, par une appréhension du texte peut-être pas aussi radicale qu'à l'Assemblée nationale, pas le bruit, la fureur, le tumulte et le fracas, mais quand même, non plus en fait bordélisé, mais quand même challenger le gouvernement, ne pas faire que la loi passe si facilement au Sénat, me semble en décalage avec tout simplement, le peuple de gauche, que nous disent dans toutes nos enquêtes, et je fais référence à l'enquête JDD d'il y a 15 jours, les sympathisants socialistes, les sympathisants Europe Écologie Les Verts, ils ont été très mécontents de la manière dont la NUPES, France Insoumise, on va dire, parce que n'oublions pas que pour les Français, il y a une équation qui demeure. NUPES égale LFI, LFI égale Mélenchon. Donc la voie écologiste, la voie socialiste, voire la voie de Fabien Roussel, qui est un petit peu à part, mais qui s'impose plus, et sont complètement invisibles. Et donc, si les socialistes, mais vous avez raison de le dire, il n'y aura pas des happenings, il n'y aura pas une zadisation de la chambre haute, si je puis dire, et du plateau, mais ça peut aussi créer un décalage supplémentaire entre un centre de gravité des sympathisants de gauche qui s'éloigne de plus en plus du centre de gravité de cette gauche radicale. Donc, je reprends le fil de mon propos. Le Sénat vote... On n'a pas répondu, c'est ça? Non, si le Sénat vote cette réforme, donc au terme de 10 jours de débat, que se passe-t-il ensuite? Alors, si le Sénat vote, le Sénat va au bout de parce que à force de parler de l'article 7, on oublie qu'il y a d'autres articles après. Et voter pour ou contre l'article 7 ne signifie pas que le Sénat, comme le disait Marcelo, ira au bout de l'examen du texte. Admettons que le Sénat vote le texte. Par hypothèse, je suppose que vous êtes d'accord, ce ne sera pas le même texte que l'Assemblée. Il n'aura pas voté le même texte. Donc il faudra réunir ce qu'on appelle une commission mixte paritaire, 7 députés, 7 sénateurs, puisqu'il y a une toute petite majorité relative à l'Assemblée et des Républicains assez majoritaires au Sénat, la CMP est plutôt dominée par des Républicains. Donc la CMP est une chambre restreinte, dans laquelle non seulement le gouvernement n'a pas de majorité absolue, mais il n'a pas de majorité du tout. Donc, sortira un texte de cette CMP, enfin, soit les députés et les sénateurs peuvent se mettre d'accord sur un texte, et après ça, ce texte doit encore, c'est pas la fin, on dit souvent la CMP c'est la fin, c'est pas la fin. Le texte doit être ratifié, voté par l'Assemblée et par le Sénat, cette fois dans les mêmes termes. Il faut qu'ils se mettent d'accord. Enfin, l'accord de la CMP veut dire en gros que l'Assemblée et le Sénat sont d'accord. Rien n'est moins sûr. Même si le texte est voté au Sénat, ce qui n'est pas sûr, il est encore moins sûr qu'après, il y a un accord en CMP. Et alors, si jamais il y a un accord et qu'il est voté, je vais me faire optimiste pour le gouvernement, est-ce que c'est la fin de la partie? Oui. Marcelo Westred?
s'il y a un accord en commission mixte Si la loi est paritaire, votée, est-ce que c'est la fin? ensuite, il y a la commission mixte paritaire. Si la loi est on se met votée, d'accord. si la loi est votée, in fine, est-ce que c'est la fin? Est-ce que le Ah bah projet oui, de loi si est- c'est voté si elle est en votée- CMP et ratifié à l'Assemblée et au Sénat, c'est la fin. Mais elle peut Et- ne pas être ratifiée, ce sera un cas de Exactement. figure inédit, mais ça Et- peut arriver. Et- Et dans ces cas-là, le gouvernement peut, dans ces cas-là, Et- faire passer sa réforme par ordonnance dans les 50 jours. D'abord, il y a le 49.3. Alors, il y a le 49.3, mais 49.3 comme ordonnance, c'est-à-dire que si le processus parlementaire capote, sur fond d'incohérence politique de tous ces groupes, et ben dans ces cas-là, va rester politiquement l'idée que le gouvernement Voilà. l'a imposé par la force. Exactement. et ce sera la fin de la partie à ce moment-là? Ce sera en tout cas l'adoption. Est-ce que vous connaissez, Qu'est-ce que- est-ce que vous connaissez cette institution qui s'appelle le Conseil constitutionnel? Oui. Oui. Ah, oui. Ah non, mais ça, évidemment. Alors non, mais parce que ça c'est aussi un risque en fait Ah, qui mais- pèse sur ce projet de loi. C'est-à-dire que même adopté après ce chemin de croix, C'est gentil de nous Oui. parler comme un des non mais je veux dire, même après ce chemin de croix, il y a un sûr, vrai il y a un risque. troisième tour. Alors On les Marcelo, note. expliquez-nous ce On les risque note. du Conseil constitutionnel dont certains constitutionnalistes pensent qu'il est vraiment réel. Alors, Ah, il y a tout à fait le vrai. risque est très important. Pourquoi? Parce que le gouvernement a fait le choix de passer cette réforme dans le cadre d'un projet de loi de financement de la sécurité sociale rectificative. Or, l'essentiel de la réforme ne porte pas sur la rectification des comptes financiers de la Sécu pour 2023, mais sur les 10, 15, 20 prochaines années. Donc le Conseil constitutionnel peut tout à fait estimer qu'on est dans le cadre d'un cavalier législatif, d'un cavalier social, qu'on a utilisé un mauvais canal. Un mauvais Ce terme. Conseil constitutionnel, quand même en France, il est quand même composé de politique. C'est pour ça qu'il faut quand même nuancer. On a Alain Juppé, on a Madame Gouraud, on a Monsieur Mézard, on a des anciens ministres, etc. Donc ils peuvent quand même, Laurent Fabius. ils peuvent quand même avoir une lecture juridique qui soit teintée Alors, d'une approche moi, politique. Mais je termine sur la dernière chose. rapidement, parce qu'il Ça, nous c'est reste une un peu de temps. censure. Ça, c'est une censure totale. Mais il peut y avoir des partis, et par exemple sur l'index senior, il y a voilà. des partis entières qui peuvent être dégagées. Et ça, le gouvernement les Alors, traite tout le sur- monde s'accorde. Frédéric, Non, rapidement. je et me permets, quand j'entends dire CMP, ordonnance, cavalier législatif, il faut pas oublier, ça parle très peu aux personne. Français. N'oublions pas que la scène parlementaire, et je trouve ça dommage, est très peu visible, sauf pendant les questions au gouvernement et sauf lorsqu'il y a des mouvements très forts, Thomas Porte, Grégoire de Fournas, etc. Qu'est-ce que vont voir les Français? Le mouvement social continue ou pas? Le taux de gênance, de gêne autour de cette loi et de ce mouvement social. Et est-ce que si finalement la loi est adoptée, promulguée, CPE, elle n'avait pas été promulguée. On y reviendra L'idée, après, les est-ce que, conséquences sur la suite est-ce du que quinquennat. en fait, le gouvernement se renforcer ou Oui. pas? Sans doute pas. On va y revenir tout à l'heure. Vous avez 30 secondes, Gilles Bornstein. Non, sur le Conseil constitutionnel. Allez, enfin, moi, je suis pas constitutionnaliste, mais tous les articles que je lis disent que modifier, enfin, instaurer un index senior, c'est bien, c'est pas bien, on peut être pour, on peut être contre, mais c'est pas du tout du ressort d'une loi de finances rectificative. Donc, certes, le Conseil est composé de politiques. Tout ce que j'entends est que, a priori, ils n'ont aucune raison d'accepter qu'un index senior soit mis dans une loi de finances Donc le rectificative. gouvernement peut faire voter son projet de loi, mais il n'aura pas gagné pour autant. Et le Conseil constitutionnel pourrait très bien mettre en l'air cette réformette à 10 milliards d'euros. On se retrouve dans un instant. Ça reste entre nous. Vous êtes bien à l'écoute de Ça reste entre nous sur Radio J, les arcanes et les coulisses de la politique décryptées par les meilleurs experts. On va en venir dans un instant à ce qu'il se passe dans la tête d'Emmanuel Macron. Mais je voulais faire un dernier mot sur la réforme des retraites et vous soumettre la réflexion. Le conseil d'un ami du président que j'ai entendu ce week-end, c'était sur LCI, Daniel Cohn-Bendit, dit « Emmanuel Macron s'est trompé dans cette affaire. Il n'a pas mesuré l'état du pays et le changement profond du rapport au travail dans la France post-Covid. Il a mal pensé sa réforme, mal évalué son impact. S'il veut être un grand homme, il doit dire « Je me suis trompé, je retire la réforme, j'ai entendu le peuple, les partenaires sociaux, je n'ai pas raison seul contre tous. » Est-ce que, Gilles Bornstein, ce conseil vous paraît audible par Emmanuel Macron? C'est pas son genre. Marcelo, aucune chance que cette réforme soit retirée? Non, ce serait un aveu d'échec et derrière le quinquennat serait terminé. Il a déjà tellement de mal à commencer que c'est peu probable. Oui, c'est la fin du quinquennat. Et même si, je le disais, les Français sont fortement opposés à cette réforme, ils ont parallèlement, en même temps, intériorisé que le gouvernement ne reculerait pas, ça ne bouge pas. 2 tiers des Français, y compris une majorité de sympathisants de gauche, considèrent que la réforme sera bouge votée pas, et appliquée. Ça n'a quasiment pas bougé. On est à 66 au début du mouvement, on est à 63, 64%. Donc marge d'erreur. Donc, Emmanuel Macron ne sera pas un grand homme, en tout cas aux yeux de Daniel Cohn-Bendit, qui a dit que c'était sa façon à lui, pour lui, de rentrer dans l'histoire. La bataille des retraites est relancée donc au Sénat, on vient d'en parler. Il se trouve qu'aujourd'hui, le président de la République, lui, est très très loin du Sénat. Il est arrivé au Gabon. Pas encore.
Il Ah, va il est arriver arrivé. ici, je crois qu'il Il est est arrivé. Il est à Libreville et il va voyager en Afrique, 4 pays, le Gabon, l'Angola, le Congo, la République démocratique du Congo. Déjà, lors de l'examen à l'Assemblée nationale, le président avait pris la poudre d'escampette. Il était parti en Espagne, puis il était parti aux Pays-Bas. Marcelo Westphal, quel est le message que les Français doivent en déduire? On a l'impression que le président dit en gros je vous laisse gérer le bazar et puis moi je suis appelé à de plus hautes missions. Bon, c'est une stratégie assez classique. La réforme des retraites de Sarkozy, elle s'appelait Fillon, elle s'appelait Woerth. Donc on laisse, quand c'est des réformes assez impopulaires, on laisse le gouvernement. Ça s'appelle aux réforme manettes. Macron, celle-là. Vous l'aurez noté, pas réforme Borne. Réforme, ou du soft. Est-ce qu'elle s'appelle vraiment réforme Macron? En tout cas, il est tenté, ce qui est assez classique, de prendre de la distance. Après tout, il est président de la République et c'est vrai que pendant les années Covid, il n'a pas beaucoup voyagé, donc il reprend un peu de distance. Et en même temps, mais de temps en temps, il revient dans l'arène. Quand c'est un peu plus calme, on l'a vu à l'occasion du Salon de l'Agriculture, où il n'a pas esquivé d'ailleurs la question. Moi, j'ai suivi Borne sur le terrain, Salon d'Agriculture, elle a plutôt esquivé les choses. Emmanuel Macron, quand il a été interrogé, il a répondu, mais globalement, sa stratégie est qu'elle est quand même de prise de distance, d'essayer de gagner un peu de stature. Bon, personne n'est complètement dupe, c'est sûr. Est-ce que ça le préserve dans l'opinion, ça, Frédéric Dabi, cette relative distance? Alors, il y a toujours un souci chez Emmanuel Macron dans sa relation avec les Français, c'est le sentiment qu'il est pas proche des Français. Qu'est-ce que c'est que l'absence de proximité pour les Français? C'est beaucoup moins l'arrogance que par le passé, parce que c'est vrai qu'il va au contact, c'est plutôt la déconnexion. Vous ne connaissez pas nos problèmes, vous ne connaissez pas notre vie. C'est aussi une tentation pour un second mandat, la tentation de l'international, François Mitterrand, guerre du Golfe et question européenne avec Maastricht, Jacques Chirac qui était devenu un VRP du pays qui ramenait beaucoup de contrats et bien sûr la non-intervention en Irak, c'est un classique. Maintenant, on voit dans nos enquêtes qualitatives, on fait parler les Français, notamment dans l'enquête IFOP JDD sur les raisons du mécontentement, la question d'un président indifférent, loin des préoccupations des Français, qui n'est pas à leur côté après la période Covid où il a été plutôt avec eux, et donc la critique en termes de déconnexion avait pas mal diminué, reflué, remonte de manière très très forte. Et puis, même si la réforme des retraites est votée, il y a toujours un soupçon, une critique qui n'existait pas à son encontre lors du premier mandat, c'est l'inaction. Un quinquennat, vous le disiez, où il ne se passe rien, qui n'a pas vraiment démarré. Gilles Branchard, est-ce qu'il faudrait que le président Macron, alors j'ai l'impression que la réponse est dans la question après la réponse de Marcelo, mais est-ce qu'il n'y a pas un moment où il faudra qu'Emmanuel Macron s'adresse de façon peut-être un peu solennelle, un peu plus directe aux Français à la fin de cette séquence, ou pour d'une certaine façon ramasser ce qui vient de se passer, en tirer les conclusions et arriver à se projeter? Est-ce qu'il n'y a pas besoin à un moment donné quand même de retisser un lien avec les Français, dont Frédéric Dabi vient de nous dire qu'il était quand même extrêmement distant? Deux réponses dont j'admets qu'elles sont assez contradictoires. Je pense qu'on doit nous-mêmes nous méfier de notre propre schizophrénie. On n'a pas à dire que c'était un président vertical jupitérien qui s'occupait de tout, qui faisait tout. À un moment, il laisse le gouvernement gouverner, il laisse le Parlement parlementer. Elisabeth Borne, elle a été nommée, si je me souviens bien, parce qu'elle avait sa capacité à être experte du dialogue social et à trouver les points d'équilibre. C'est bien réussi, on voit. Je vous dis pas que c'est réussi. Je vous dis pas que c'est réussi. Laissez-moi aller où. Moi, il y a un moment, je pense qu'on peut pas lui reprocher tout et son contraire. On peut pas lui reprocher à la fois d'être jupitérien et à un moment de laisser le gouvernement gouverner. Une fois que j'ai dit ça, et quitte à être contradictoire, oui, vous avez raison. Il y a un moment, comme c'est sa réforme et que de toute façon, on a dit il ne peut pas y renoncer parce que il veut que ça imprime son quinquennat. Il veut, grâce à cette réforme, gagner ses galons de président de réformateur qu'il n'a pas vraiment gagné dans son premier quinquennat. Oui, à un moment, il va falloir qu'il mouille la chemise et qu'il s'adresse aux Français. Alors, on va essayer de progresser, mais j'aimerais quand même avoir votre avis aussi, Marcelo, sur la fin de cette séquence hypothétique. Je posais la question d'une allocution solennelle. Frédéric Dabi disait tout à l'heure, ça va laisser des traces, c'est-à-dire qu'on est quand même dans un pays extrêmement fracturé. On voit ajouter de la rancœur au chagrin, peut-être. Exactement. C'est beau. Comment est-ce qu'on relance, comment est-ce qu'on sort d'une telle période, alors qu'on est en début de quinquennat? Est-ce que ça passe, je ne sais pas moi, par un changement de Premier ministre, par un remaniement, par une dissolution? Comment est-ce que vous voyez-vous la suite? Et est-ce que, d'une certaine façon, l'exécutif y réfléchit déjà sur la façon d'en sortir? Il réfléchit déjà, oui, complètement, parce qu'on voit qu'ils sont en train, en coulisses, de préparer une scénarisation de l'après. En gros, vous n'avez pas aimé les Français, j'ai bien compris, la réforme des retraites, mais fallait la faire, mais
on va sur des choses de fond derrière et vous allez voir, on est là pour transformer le pays. Donc il y a un projet sur le plein emploi qui va être déployé très rapidement derrière pour dire aux gens on va continuer sur la question du travail. On a bien vu qu'il y a un problème de rapport au travail qui vous plaît pas, etc. On va changer Pôle emploi. Voilà, et ça va être très rapide. Il y a la question, il y a plein de questions. Il y a les questions de la santé. Le président a donné rendez-vous en juin. Il y a la question des institutions qui est aussi, qui n'est pas très grand public, mais qui est là. Il y aura la question écologique qui va être déclinée mars, avril, juin. Ils ont tout un truc toute une série, un plan haut. Enfin, il y a plein de choses ça vient de commencer sur le ferroviaire, mais ils vont décliner des tas de choses. Et là-dessus, changement d'équipe, oui, ils en parlent, mais en fait, si vous changez des inconnus et vous mettez des inconnus, ça changera rien. Donc, ça veut dire que ça serait changer la première ministre, ou changer Darmanin, ou changer Bruno Le Maire, on voit pas très bien. Il a un problème de RH, quoi. Il a un problème de RH. Pourquoi d'ailleurs faudrait-il changer la première ministre, au nom de quoi, puisqu'elle applique la feuille de route de la campagne? Et ensuite, oui, sur Pape Ndiaye, ministre de l'Éducation nationale, sur François Braun. Les deux sujets qui inquiètent le plus les Français. Voilà. Et le président a lancé des CNR qui sont des sortes d'ovnis comme ça, dont on ne sait pas sur quoi trop ils vont aboutir. Ça, il pourrait effectivement chercher à avoir une meilleure incarnation, mais ça peut pas être l'alpha et l'oméga. Frédéric Dabi, on a vu par le passé, effectivement, quand on a un peu d'histoire politique, des gouvernements avec des poids lourds, des Philippe Séguin, des Roselyne Bachelot. Aujourd'hui, c'est un sujet, l'incarnation du pouvoir et du gouvernement autour d'Emmanuel Macron, c'est un sujet. C'est un vrai sujet qu'on voit dans notre baromètre IFOP fiducial pour Match. On voit très bien qu'en septembre 2012, c'est il n'y a pas si longtemps que ça, on avait 17 personnalités qui avaient une majorité de bonnes opinions. Septembre 2017, on en avait 6. Là, on en a une, Édouard Philippe. Et c'est vrai que je suis frappé, et je rejoins ce que vient de dire Marcelo, quand on regarde l'équipe gouvernementale, à côté de ceux qui avaient une histoire politique avant le macronisme, Gérald Darmanin, Bruno Le Maire, à côté du seul et unique Gabriel Attal, qui a vraiment percé, les autres ont un score de « je ne le connais pas suffisamment » absolument énorme. Et sauf c'est le vrai. Premier ministre. Oui, bien sûr, sauf les PM, ou Jean, bien sûr. Parce que ni Jean Castex ni Édouard Philippe, personne ne connaissait ni l'un ni l'autre. Ils ont réussi. C'est plutôt des succès. Oui, et Elisabeth Borne, c'est un peu différent. Elle est plus connue, mais je suis frappé de voir qu'en dehors de son image auprès des Français, il n'y a aucune action, aucun élément d'action positive qui lui est associé. Et c'est vrai, je trouve très intéressant que vous l'ayez dit, quand on voit les deux sujets qui sont au cœur du discours sur le déclin de la France qui tombe, et qui sont au cœur des préoccupations des Français, santé, éducation, il y a deux ministres, peut-être très méritants, mais qui n'incarnent pas pour les Français. Et c'est vrai que quand on regarde le gouvernement, partons très loin, de la gauche plurielle, des années Nicolas Sarkozy, il y avait des poids lourds quasiment à chaque case. Et c'est vrai que ça empêche de l'adhésion et ça empêche de donner une perspective. Alors c'est vrai qu'un remaniement dans ce cadre-là ne changerait pas grand-chose. Gilles Branstein. Emmanuel Macron a un problème de bande touche, pour utiliser la métaphore footballistique, extraordinaire. Si on revient un peu quand Nicolas Hulot est parti, il a fallu 3 mois pour lui trouver un remplaçant pour arriver à François de Rugy, que personne ne connaît, si ce n'est pour les affaires de Homard après. Et quand Gérard Collomb est parti de la place Beauvau, il a fallu là aussi 3 mois pour trouver Christophe Castaner, qui n'a pas incarné non plus. Donc ça montre que à chaque fois qu'il a un problème de poste à régler, il met beaucoup de temps en nous expliquant qu'il prend du temps pour trouver la bonne personne, pour finalement ne pas la trouver. Bon, donc on voit que l'hypothèse d'un remaniement s'éloigne, non pas parce qu'il n'en aurait pas envie, mais parce qu'il n'en a pas les moyens. Alors évidemment, il y a beaucoup de sujets. Il y a l'inflation, il va y avoir aussi le projet de loi immigration. Il y a le quotidien des Français. On voit que l'éducation aussi est un sujet qui s'invite dans l'actualité parfois de façon un peu dramatique et que ça reste un angle mort de cette politique. Mais il y a un autre sujet qui est ressorti effectivement et qui, je trouve, rejoint un peu le fil de ce qui vient de se passer sur la retraite, c'est la crise démocratique. Avec, vous en parliez Marcelo, l'idée d'avoir une grande réforme des institutions. Alors tous les présidents veulent marquer leurs pattes sur la Constitution et réformer la Constitution. Alors c'est encore très flou. Le président parle de redonner de la force à la souveraineté populaire. Avant de parler du fond, est-ce que vous considérez les uns et les autres qu'une réforme institutionnelle aujourd'hui, c'est une priorité ? Absolument pas.
du côté des Français. Je ne dis pas que ce n'est pas un sujet important, je ne dis pas que ça n'intéresserait pas les Français qui ont la passion de la politique, mais par rapport au sujet dont on vient de parler, santé, éducation, l'obsession avec le coût de pouvoir d'achat, inflation, si le premier geste fort après cette réforme des retraites compliquée, c'est un changement institutionnel, je pense que l'adhésion sera quasi nulle. Mais il y a quand même un vrai sujet. Ah oui, il y a un sujet. Les mots MAUX sont réels, les mots sont profonds. Oui. La crise de la démocratie est profonde. Il y a un chiffre les Français le disent, et puis il y a un chiffre qui le montre, c'est les taux de participation ou d'abstention, comme vous voulez, aux élections. Par rapport à cette crise profonde, à cette maladie profonde, je ne suis pas certain que dans l'esprit des Français, la réforme institutionnelle soit le médicament, soit le remède à cette crise. De toute façon, la crise est si profonde qu'il va falloir tâtonner, essayer d'inventer un certain nombre de trucs sans avoir absolument aucune garantie que les remèdes employés guérissent la crise de la démocratie. Mais pour répondre à votre question, non, je ne pense pas que même si les mots sont profonds, une réforme institutionnelle ne serait pas considérée par les Français comme pouvant guérir cette maladie. Alors il y a un paradoxe dans les études d'opinion que j'ai lues justement en préparant l'émission sur cette réforme institutionnelle et sur la crise démocratique, c'est que les Français en fait restent quand même attachés au quinquennat. Ils ne veulent pas de la suppression du Premier ministre. Et ceux qui en prennent le plus sur la gueule, j'allais dire, ce sont les parlementaires, dont il faudrait réduire le nombre, dont il faudrait réduire le cumul dans le temps. C'est-à-dire qu'on a l'impression que la crise démocratique s'incarne sur l'élu le plus proche des Français, d'une certaine façon, ou les plus proches des Français, en l'occurrence les députés. Est-ce que ça vous surprend, Marcelo ? C'est compliqué parce que l'ancienne réforme institutionnelle, d'ailleurs Macron le dit en privé, il dit j'ai payé pour voir. C'est-à-dire il en a tenté deux, elles ont échoué parce qu'il faut trouver des majorités, il faut trouver les 3/5, il faut passer par référendum. Donc c'est quand même une usine à gaz et c'est d'ailleurs pour ça qu'il tente une méthode inverse qui consiste à ne rien annoncer vraiment pour voir quels sont, on va dire, les consensus et pouvoir avancer. Mais pardon, mais s'il y a trop de députés, d'ailleurs c'était dans son programme de 2017, une simple loi suffit. Il n'a pas besoin de toute cette usine à gaz de réunir tout le monde pour baisser le nombre. Il y a plein de choses qu'on peut faire. Aujourd'hui, vous pouvez payer vos impôts sur Internet, mais vous ne pouvez pas voter par Internet, sauf si vous êtes un Français de l'étranger. Bon, il y a des tas de choses. Si on veut, il y a des tas de choses qu'on peut faire immédiatement. Ensuite, est-ce que ça changerait beaucoup? Si, il y a un sujet quand même qui le tracasse, c'est la question des très grandes régions. Il se dit peut-être qu'en les réduisant un peu, on peut toucher sur la question de la proximité. Critique qui lui est faite, vous disiez à l'instant, et critique du monde rural par rapport à décisions prises de Paris. Est-ce que ça va guérir la crise démocratique ? Je pense pas. Et puis par ailleurs, dans un contexte où les régions se sont bien en fait installées auprès des Français. Oui. En tout cas, c'est long à faire. Il y a des choses immédiates à faire qui ne nécessitent pas de lancer des chantiers aussi pharaoniques. Donc c'est plutôt surprenant, mais il veut laisser sans doute sa il y a une chose qu'il peut faire tout de suite, puisque la constitutionnalisation de l'IVG a été votée par les assemblées. Maintenant, ça doit être ratifié d'une manière ou d'une autre. Pour l'instant, c'est une proposition de loi. Il peut en faire un projet de loi, convoquer le Congrès pour le voter. Alors, ça serait petit. Ça serait prendre sa mise, une petite mise. Mais pour le coup, c'est une mise assez assurée. Voilà. Il manque de marqueurs sociétaux, il manque de marqueurs de gauche, il n'a pas son mariage pour tous, il n'a évidemment pas sa suppression de la peine de mort. Il y a la fin de vie. Il y a la fin, c'est pas encore fait la fin de vie. Bien sûr, non. C'est pas encore fait. Ce qui est fait, c'est la procréation pour les couples de femmes. S'il veut un progrès sociétal, voilà, il peut convoquer le Congrès, faire voter l'entrée dans la Constitution de l'IVG, c'est une petite victoire, toute petite victoire, mais une victoire assez assurée. Frédéric Dabi. C'est tout à fait juste, mais il y a toujours un effet pervers. Quand un président fait une réforme sociétale, il respecte la promesse du politique, il la matérialise, il change la vie de Françaises et de Français, mariage pour tous, PMA, etc. Mais la critique très forte qui va émerger, c'est stratégie dilatoire, il ne s'attaque pas au vrai sujet. Non mais oui, je préfère le dire. Et c'est la critique qui avait été très forte. Gilles va vous répondre, on peut pas l'accuser d'un mot et exactement. C'est pour ça, je fais le mauvais élève par rapport à Gilles qui est beaucoup plus équilibré. Mais c'est vrai qu'au moment du mariage pour tous, qui était pourtant soutenu par une majorité de Français, il y avait cette critique qui avait émergé vis-à-vis de François Hollande. Un mot, Frédéric Dabi, encore avant la pause, le pouvoir d'achat. Aujourd'hui, on voit que les négociations arrivent à leur terme entre les distributeurs et les industriels sur l'agroalimentaire. On s'attend à une inflation encore à 2 chiffres dans les 3 mois qui viennent. Est-ce que ça, c'est potentiellement explosif pour le gouvernement ?
Alors, c'est le sujet qui a tout écrasé, qui a été un petit peu moins visible médiatiquement pendant la réforme des retraites, mais bien sûr, il n'a pas disparu. Moi, je suis frappé de voir la part des Français qui sont maintenant 2/3 à dire qu'ils n'arrivent pas à épargner une fois toutes leurs dépenses contraintes faites à la fin du mois. Il y a ce mécontentement de beaucoup de salariés qui, au mois de janvier, ont eu dans les entreprises qui vont bien, il y en a quand même beaucoup, leurs augmentations de rémunération. Et si vous n'êtes pas au-dessus de 6%, vous pouvez dire légitimement, par rapport à l'inflation, j'ai perdu en pouvoir d'achat. Je trouve que c'est une colère sourde, c'est une colère qui ne s'exprime pas ouvertement dans un cadre classique d'un mouvement social, mais on sent cette colère latente. Et est-ce qu'il y a une étincelle ? Est-ce qu'une zone à faible émission, ça peut être, c'est-à-dire le fait que des voitures ne peuvent pas rentrer dans des centres-villes, ça peut être le détonateur ? Personne ne peut le dire, mais en tout cas, je suis frappé de voir que les ferments de la mobilisation des Gilets jaunes, des premiers Gilets jaunes, sont toujours là. Marcelo, c'est une source d'inquiétude, ça, pour le gouvernement, ce marasme économique qui frappe beaucoup de Français aujourd'hui, des classes populaires notamment. Oui, c'est une source d'inquiétude, d'autant que les crises, quand elles sont survenues, prenons la crise du carburant, prenons les Gilets jaunes, sont arrivées à des moments inattendus. C'est-à-dire que quand on s'attend à ce que ce soit un peu dur, par exemple, on se dit, tiens, en janvier, il y aura peut-être des coupures d'électricité, en février, on va voir les retraites, etc. C'est plutôt, ça passe. Et en fait, c'est en période où on ne s'attend pas à arriver des tsunamis que des vagues déferlent. Donc il y a ce sujet, le sujet de la voiture à travers les ZFE est un sujet très important, mais il va y avoir un problème de compte public. C'est-à-dire que pour l'instant, on maintient une sorte de paix sociale à coup de chèques et de milliards, et en même temps, on peut pas tenir ce discours indéfiniment, et surtout qu'on a le discours sur les retraites qui consiste à dire il faut maintenant commencer à faire des économies, on nous promet la fin du quoi qu'il en coûte, mais on a du mal à le tenir, et puis il y a les marchés, les taux d'intérêt qui remontent, donc il y a bien un moment où le mur de la réalité va nous apparaître. Bon, vous nous décrivez une suite de quinquennats en forme de chemin de croix pour le président de la République, je ne sais pas comment tout ça finira, on va marquer une pause, et dans un instant, on parlera de la France à sec, d'un été de catastrophe climatique à venir. Qui aurait pu le prévoir, comme dirait l'autre ? On y vient dans un instant. Ça reste entre nous. Ça reste entre nous. Notre maison brûle. Et nous regardons ailleurs. De la terre en Afrique du Sud le 2 septembre 2002, c'était Jacques Chirac, vous l'avez reconnu évidemment. Emmanuel Macron avait 25 ans à l'époque, je ne suis pas sûr qu'il écoutait ce discours. 21 ans plus tard, ce week-end, au Salon de l'Agriculture, un jeune militant écologiste du collectif Dernière Rénovation engueule le président. Parce que là, on ne peut plus demander gentiment. C'est nos vies qui sont en jeu, on ne peut plus demander gentiment, monsieur. Entendez ça, sinon ça va être terrible ce qui se passe. Tous les rapports scientifiques vous le disent. Pourquoi vous ne les écoutez pas ? Pourquoi ? Regardez ça. Pourquoi vous... Non, vous ne faites pas dans ça. Vous nous menez dans le gouffre des millions. Si jamais vous ne faites rien, il y aura des gens qui iront en prison. On ne s'arrêtera pas. Il n'y aura rien qui nous arrêtera. J'ai fini ce que j'avais à dire. On vous a déjà entendu, monsieur. Vous a déjà entendu. Monsieur, vous êtes la démonstration. Vous a déjà entendu. Vous êtes la démonstration d'une forme de violence civique. Non, il n'y a pas de violence. Non, c'est pas une violence civique. Vous nous poussez à bout. Alors, cet échange, il dit beaucoup de choses, notamment sur une sorte de fossé politique et générationnel aujourd'hui, qui montre deux mondes qui n'arrivent pas à se parler, Gilles Bornstein. C'est exactement ce que je me disais, on sent une tension, je le dirais pas différemment, des jeunes qui sont prêts d'une certaine manière à s'affranchir des règles de la démocratie. Ils considèrent que l'urgence climatique est tellement importante, tellement pas prise en compte par ceux qui sont élus, qu'aujourd'hui, on peut s'autoriser à faire un certain nombre de choses, quand bien même la majorité n'est pas d'accord, parce que, au-delà du consensus démocratique, il y aurait une urgence sociétale à les prendre en compte vis-à-vis d'un vieux monde, auquel nous appartenons, en gros, qui pensent qu'il y a des majorités, qu'il y a des majorités élues qui sont élues pour remplir des politiques, qu'il y a des tensions entre le social, entre le climat, et qu'il faut prendre en compte tout ça, qu'il faut trouver un point d'équilibre. Un certain nombre de jeunes trouvent que la situation est tellement grave qu'il n'y a plus de point d'équilibre à trouver et que cette chose-là doit s'imposer. Et c'est vrai que ça s'est particulièrement entendu dans cet échange entre le jeune et le président. Je reconnais bien là donc un ancien et un tenant du respect du fonctionnement des institutions. Je rappelle qu'Emmanuel Macron avait fait une assemblée promettant de reprendre les propositions. Convention citoyenne sur le climat. Voilà, donnant le sentiment qu'il prendra en compte ces sujets-là et qu'il a tout mis à la poubelle. Donc il y a aussi une responsabilité politique sur le fond. Mais qu'il n'a pas tout. Il n'a pas tout pris. Il y a aussi une responsabilité politique sur le fond, sur la prise en
compte de ce J'ai problème-là. pas dit le Frédéric contraire. Dabi. Oui, cet échange est très révélateur. L'IFOP, qui est un ancien institut, a fait tous les 10 ans avec Françoise Giroud les enquêtes Nouvelle Vague. En 1957, dans la première enquête, on avait un tiers des jeunes qui se déclaraient prêts à mourir pour la France. En 2021, un quart prêts à mourir pour le climat. Bien sûr, ne prenons pas cette question de sondage pour argent comptant, mais ça en dit long sur l'éco-anxiété, sur une forme de colère, notamment du côté des jeunes filles vis-à-vis de la procrastination du politique. On remet toujours au lendemain ce qu'on devrait faire très très vite du fait de cette urgence et l'inaction. Je disais que lors du premier quinquennat, il n'y avait aucun sujet qui était associé négativement au président Macron sur la thématique de l'inaction, un seul. Et se distinguait, c'était la question de l'environnement. Et les jugements étaient extrêmement sévères. Et du côté des jeunes, ça explique aussi le fait que, alors que dans les enquêtes préélectorales, notamment auprès des primo-votants, Emmanuel Macron était plutôt bien placé en 2020-2021, il s'est effondré pendant la campagne au profit du candidat Mélenchon. C'est cette question climatique, c'est cette question environnementale où, très clairement, les jeunes ont gagné le combat puisque les constats qu'ils font sont partagés par l'ensemble des Français, mais sur la question des méthodes, sur la question de la radicalité, il y a une vraie fracture avec ce que propose le gouvernement. Marcelo Wexfeld, il y a eu cette phrase, donc je la rappelais de façon un peu insolente tout à l'heure, mais d'Emmanuel Macron qui disait que qui aurait pu prévoir les catastrophes qu'il y a eu cet été. Ça a choqué énormément de monde. Quel regard vous portez-vous sur la conscience ou non de cette urgence climatique? Est-ce qu'elle est vraiment prise en compte au plus haut niveau, ou est-ce que Emmanuel Macron, en libéral et gestionnaire qu'il est, considère que c'est une question quasiment annexe? Non, annexe, ce serait lui faire un très mauvais procès. C'est vrai qu'il n'était pas, c'était pas une thématique à laquelle il était sensible au début de sa carrière politique. Il l'est devenu. Il a eu, on se souvient, face à Trump ou autre, des gestes très forts. Le sujet, c'est plutôt comment on fait bouger les choses. Parce que vous parliez des jeunes, mais ils sont c'est une communication en mode lanceur d'alerte. Sauf qu'aujourd'hui, il n'y a plus de doute sur ce qui est en train de se passer. Il y a même une accélération des choses. Aujourd'hui, c'est visible par tout le monde, les canicules, etc. Donc la question, c'est comment on change la réalité. Et changer la réalité est extrêmement compliqué. On l'a vu avec les Gilets jaunes. Vous pouvez avoir une bonne idée sur le terrain. Finalement, c'est contre-productif parce qu'elle n'est pas adoptée, etc. Donc, le chantier, il est grand. Il a tenté là une construction, un mode de la gouvernance qui est un peu compliqué. C'est-à-dire qu'il y a plein de sujets qu'il prend lui directement. Il réunit les plus grands pollueurs à l'Élysée, mais il a demandé aussi à Matignon pour que ce soit Oui, c'est ça, c'était rattaché à Elisabeth Borne, mais on n'en voit pas vraiment les effets. Si, enfin, c'est pas. En fait, par exemple, il y a une direction autour d'Antoine Pellion à Matignon qui s'occupent vraiment de ça. Ils ont des schémas, c'est assez bien fait d'ailleurs, où ils ont pris la voiture, la forêt, l'eau, etc. Ils se sont donné l'objectif, puisque la France s'est engagée à une neutralité carbone en 2050, et il y a plein de graphes pour essayer d'y arriver. Derrière, ils ont des ministres qui se marchent tous un peu sur les pieds. Une ministre de l'énergie, Agnès Pannier-Runacher, un ministre qui a plus beaucoup de dossiers, qui est béchu. C'est intéressant ce que vous dites, ce que vous racontez. Ça se passe vraiment comme ça, c'est-à-dire qu'il y a à Matignon une salle avec Antoine Pellion et des conseillers qui ont un paperboard sur un mur et qui font des schémas dans tous les sens et qui sont enfermés dans leur pièce, et pour essayer de... C'est ça l'idée de la transition écologique. La planification, parce que en fait, le problème, c'est que soit vous passez parce qu'il y a l'écologie des slogans et des personnalités. Hulot, qu'est-ce qu'il a fait finalement il a rien fait, Hulot, quand il était à sa place. Vous pouvez avoir il faut arriver à transformer des réalités et transformer le modèle économique dans lequel on est. Donc il faut arriver à faire, et pas juste à avoir des slogans ou à s'en prendre à la chasse ou je ne sais, ou à des symboles, parce que ce débat s'incarne par des symboles. Donc allez, pour finir sur à Matignon, il y a un bureau dans lequel il y a un gros fascicule dans lequel il y a des tas de schémas. Et ils essayent de voir par politique, ils déclinent par politique, c'est assez rationnel, c'est assez ingénieur, c'est assez technocratique si on veut. Donc mais ça va déboucher sur quelque chose. Alors c'est là que ce qu'on voit, c'est qu'ils ont prévu de mars jusqu'en juin toute une série d'annonces, etc. Après, ça va prendre beaucoup de temps. Et une dernière chose, on a actuellement un projet de loi sur le nucléaire. On voit bien que tout à coup, on est en train de passer de Fessenheim à construisons à toute vitesse des centrales nucléaires. Donc c'est vrai que ça se fait un peu en tâtonnant, c'est sûr. Gilles Blanchstein. Mais par exemple,
Sur l'écologie, c'est effectivement des grands principes et c'est des mesures concrètes. Et je trouve qu'il y en a deux qui illustrent très bien ce fossé de génération. Les voitures thermiques et la rénovation des bâtiments. Les voitures thermiques. Le gouvernement dit, très bien, il faut arrêter les voitures thermiques. On met une date, 2030, 2035, on peut l'accélérer, on peut la discuter, mais le gouvernement veut prendre en compte un certain nombre de contraintes, à savoir, il faut une industrie automobile en France, parce que c'est des centaines de milliers d'emplois, et on ne peut pas, des sous-traitants, etc., et on ne peut pas les balayer, et les jeunes qu'on a entendus tout à l'heure sont tellement écœurés par l'inaction qu'ils ne veulent plus entendre ces choses de bon sens, mais ils ne veulent plus les entendre, ils considèrent que rien ne doit compter par rapport à ça. Pareil pour ma prime rénov', rénover les bâtiments. Tout le monde est d'accord qu'il faut arrêter les passoires thermiques. Il se trouve qu'il n'y a pas la main-d'œuvre pour. Il se trouve qu'on peut faire tous les. C'est une usine à gaz. C'est une usine à gaz et il n'y a pas les artisans pour. Donc pareil, vous avez d'un côté le gouvernement qui dit très bien, faisons-le, mais pour rénover les bâtiments, encore faut-il qu'il y ait des artisans pour le faire, et des jeunes ou des écologistes convaincus qui disent on s'en fout, on veut le faire, on ne veut plus entendre parler de contraintes. Si on vous écoute, Gilles Branstein, on n'est pas près d'arriver à mener cette transition écologique. Je dis que c'est... la question, c'est celle du rythme. Entre ceux qui considèrent qu'il y a un rythme à respecter et ceux qui considèrent que l'urgence est telle que tout doit s'effacer. Frédéric David, deux France irréconciliables sur ce sujet, ça veut dire qu'on ne va pas pouvoir avancer? Alors, je dirais pas deux France irréconciliables parce que Gilles a parfaitement résumé les choses, mais c'est vrai que sur la question, et vous l'aviez dit aussi vous, Marcelo, sur la question des constats, les clivages générationnels se sont vraiment effondrés, estompés. Par rapport à notre sujet précédent, Antonin, sur le pouvoir d'achat, l'inflation, la logique d'opinion de la période 2008-2010, c'est-à-dire que Nicolas Sarkozy avait parfaitement résumé avec l'environnement, l'écologie, ça commence à bien faire pour ne pas dire ça nous embête, qui était vraiment très forte chez les Français. C'est-à-dire, dans un contexte de crise, la question du pouvoir d'achat, de l'emploi, des questions économiques subordonnent, relèguent très loin les questions environnementales. Là, malgré l'âpreté de cette crise inflationniste, malgré les tensions sur le pouvoir d'achat, la préoccupation sur le climat ne s'est pas effondrée. Elle a un petit peu baissé, elle est derrière la santé, derrière le pouvoir d'achat, mais elle est très nettement devant le chômage. Donc, sur les constats, la partie est gagnée. Mais c'est vrai que sur les solutions, sur le rythme, sur l'ambition, il y a effectivement deux France, et dans la deuxième France, il y a cette jeunesse de plus en plus mécontente. Et comment elle manifeste son mécontentement? Je dirais que c'est par le non-vote, c'est par l'exit ou exil électoral. À l'élection présidentielle, pour la première fois, plus d'un tiers des primo-votants ne sont pas allés voter. Ou par le vote Mélenchon présidentiel, oui, tu l'as dit. C'est vrai, voilà. Donc ça fait quand même une fracture là également. On est frappé de voir que le constat, vous dites, est fait par les Français, parce qu'en l'occurrence, il y a de plus en plus de maisons fissurées, qu'on voit des catastrophes qui frappent de plus en plus de gens. Ça touche. Et on a le sentiment que ça reste quand même un angle mort. Est-ce qu'il y a une réponse aussi européenne, c'est-à-dire que la France ne peut pas tout faire toute seule, et que sur ce sujet-là aussi de l'écologie, l'Europe aujourd'hui peine à exister de façon collective. On le voit sur, par exemple, l'énergie, le nucléaire. C'est un vrai sujet aujourd'hui de fracture en Europe, et sur lequel le gouvernement n'arrive pas non plus à avancer. Marcelo. Il faudra voir justement si la conjonction de la crise énergétique, la guerre en Ukraine, le réchauffement climatique vont pas obliger les acteurs du jeu européen à finalement se dire on va tous dans une même direction, qui peut être peut-être quelque chose autour du nucléaire ou d'énergie décarbonée. Après, vous citiez, Gilles, la question de la voiture, la fin du moteur thermique 2035, ça c'est le Parlement européen. Hein. Donc il y a quand même des choses qui avancent côté européen. Après c'est la question de l'incarnation. Quand on a des figures qui incarnent trop, elles font pas assez. Quand on a des gens qui font trop dans les bureaux, ils n'incarnent pas. Donc il faudrait arriver à pouvoir décliner des actions un peu concrètes, qui soient un peu slogan, mais pas trop slogan. Par exemple, là, on va avoir dans les prochaines semaines le gouvernement qui va mettre le paquet sur on va planter 1 milliard d'arbres. Bon, ok, mais si vous plantez 1 milliard d'arbres comme ça, ou vous les plantez, ça peut être une très bonne idée écologique, comme ça peut être n'importe quoi écologique. Donc ça, c'est vraiment, c'est un sujet compliqué. Et puis par ailleurs, on est en pleine, avec le prix de l'énergie, on rouvre une usine à charbon parce que personne ne veut de coupure d'électricité. Donc on a beau avoir, on est clivé nous-mêmes, au sein de nous-mêmes, entre des rêves, des ambitions, des combats politiques, et puis la fin du mois, quoi. Puis on voit que les priorités changent.
quand Angela Merkel est sortie du nucléaire, on a tous dit bravo, quel courage politique après Fukushima. Je suis sûr qu'aujourd'hui, elle ne prendrait pas cette décision. Parce que cette sortie du nucléaire a fait que l'Allemagne a rouvert des centrales à charbon, a fait surtout que l'Allemagne a été très dépendante du gaz russe et nous a empêché de prendre un certain nombre de mesures d'embargo vis-à-vis du... ce qui avait des vertus géopolitiques, évidemment, vis-à-vis de Vladimir Poutine, mais qui aussi aurait pu nous permettre d'économiser de l'énergie fossile. Comme quoi, voilà, il y a un certain nombre de choses qui sont faciles, qu'on peut dire aujourd'hui. La réalité n'était pas là. Ce sont des choix à très long terme. Et la réalité n'est pas la même aujourd'hui qu'elle l'était il y a 5 ans. Et il y a un enjeu financier, puisque effectivement toutes ces catastrophes climatiques, ces problèmes d'irrigation, d'eau, ont un coût pour les particuliers, pour l'économie, qui devient aussi extrêmement préjudiciable. Donc ce sera peut-être un levier aussi utile pour les gouvernements, pour les pousser à agir. Je voudrais qu'on en vienne, pour terminer, pour les amateurs de sport, et d'ailleurs on va avoir une pensée pour Juste Fontaine, qui s'est éteint, le meilleur marqueur de la Coupe du Monde. 13 buts, demi-finale France-Brésil. En 58. En 58, 5-2. Voilà. Alors évidemment, on va parler d'un personnage qui est moins positif, on va dire, pour le football, qui a marqué moins de buts. Juste Fontaine, qui a marqué moins de buts. Ou contre son camp. L'affaire Le Graët. Je voulais qu'on parle un tout petit peu de l'affaire Le Graët, parce que je trouve que cette affaire est quand même assez éloquente. Donc Noël Le Graët, patron de la FFF, a fini par démissionner cette semaine. Il est accusé d'avoir tenu des propos déplacés à l'endroit de collaboratrices féminines. Il a aussi égratigné la stature de Zinedine Zidane. Il a démissionné sous la pression de la ministre des Sports. Mais il a été ovationné par ses pairs, le conseil exécutif de la Fédération française de football, et il contre-attaque, Noël Le Graët. Il porte plainte contre la ministre des Sports en diffamation, notamment, il lui reproche d'avoir relayé des accusations de SMS à caractère sexuel qui auraient été constatées dans un audit. Or, l'avocat de Noël Le Graët conteste. Il dit que ces SMS ne figurent pas dans l'audit. Il demande la publication du fameux audit qui, selon lui, serait vide. Je vais me faire l'avocat du diable, Gilles Bornstein. Je sais que vous êtes un grand amateur de football et un grand défenseur de la cause féminine également. Est-ce qu'on n'est pas allé un peu vite dans cette affaire en faisant le procès public de Noël Le Graët pour obtenir sa tête coûte que coûte ? C'est gentil de commencer par moi. Écoutez, je dirais non. En fait, je dirais non. Peut-être que juridiquement ça ne tient pas. Peut-être que Amélie Oudéa-Castéra s'est avancée juridiquement, auquel cas il l'attaquera, il gagnera, il perdra. Je suis pas juriste, je n'ai pas lu le rapport. Le problème, c'est que personne n'a lu le rapport vraiment. Donc on ne peut pas savoir si elle diffame ou pas, puisque ce que dit l'avocat de Noël Le Graët, c'est que Amélie Oudéa-Castéra a dit un certain nombre de choses qui ne sont pas dans le rapport. Comme personne ne l'a lu, je ne peux pas vous répondre à cette question. Ce que je peux vous dire, c'est quand elle a dit qu'il n'avait plus l'autorité morale pour diriger le football français, je suis d'accord, il a 81 ans, on est assez loin des 64 ans auxquels tout le monde doit aller. Mais c'est des fonctions dans lesquelles il ne touche pas de salaire, c'est des fonctions associatives. C'est peut-être d'accord, c'est des fonctions associatives. Il a 81 ans, il a fait 11 ans de mandat. À l'évidence, il y avait tout le monde s'accorde à dire, hein, je sais que le y a pas fumé de sans feu n'a pas de valeur juridique. Tout le monde s'accorde à dire qu'il y avait des graves dysfonctionnements, qu'il était à l'ancienne, qu'il y avait des textos pour le moins indélicats. Ce sont des accusations effectivement très lourdes. Qui sont des accusations. Après, il n'y a pas eu de plainte, il n'y a pas eu de... Il n'y a pas eu de plainte. Et il y a eu un signalement à la justice, quand même. Il y a eu un signalement, c'est pas binaire. Enfin, c'est compliqué de savoir. Il n'y a pas un texto pour lequel il n'y a rien. Et au-delà d'une certaine mesure, c'est du harcèlement sexuel. Il y a tout un tas de nuances, de choses dans la vie moderne, dans les textos, qui vont du normal à l'indélicat, au harcèlement, à des choses encore plus graves. À l'évidence, il y avait un problème. Ça pose le problème institutionnel du fait, moi j'ai découvert que une ministre n'avait aucune autorité sur un président de fédé et que si elle ne démissionnait pas, elle ne pouvait rien faire. Amélie Castéra a peut-être considéré qu'à un moment, l'équipe de France appartient à tout le monde. On le dit, on n'arrête pas de le dire à toutes les coupes du monde. Ça fait quoi 35 millions, ça fait 27, 28 millions de téléspectateurs. Elle a certainement considéré qu'il était de son devoir de ministre de faire que ça s'arrête, que la vitrine du football français soit représentée par quelqu'un d'autre que par Noël Le Graët. Et comme elle n'a pas les moyens institutionnels de le forcer à démissionner, peut-être qu'elle était allée un petit peu loin. C'est possible, j'en sais rien. Peut-être qu'elle est un petit peu loin dans ce qu'elle a fait pour le forcer à partir. Frédéric Dabi, vous voulez pas parler foot parce que Gilles a quand même tout dit et bien dit. Je vais faire un petit pas de côté. En tout cas, cette affaire, on parlait tout à l'heure dans notre débat précédent des difficultés d'incarnation de beaucoup de ministres. En tout cas, Amélie Oudéa-Castéra, qui a eu 2 prédécesseurs qui n'ont pas pris la lumière, c'est le moins qu'on puisse dire, et qui ont même été discutés, Laura Flessel et Roxana Maracillanou, elle incarne. Elle est là.
elle fait de la politique. Je pense que comme personnalité du gouvernement, dans un contexte Les débuts ont été difficiles. Oui, puisqu'il y a eu le week-end du Stade de France avec le match de la Ligue des Champions. En tout cas, elle incarne. En tout cas, un peu comme les organisations partisanes, la vie de la FFS, ça n'intéresse pas les Français, mais clairement, du point de vue footballistique, Noël Le Graët a franchi une ligne jaune avec ses attaques sur Zinedine Zidane. Et n'oublions pas le fait que dans un pays fracturé, archipalisé, comme dit mon ami Jérôme Fourquet, un élément de commun, c'est cette équipe de France. Si Emmanuel Macron, il aime le foot, il a reçu Noël Le Graët la semaine dernière. Vous savez ce qui s'est dit dans le bureau ou pas, Marcelo? Je crois que nos collègues du Monde disent que Macron l'aurait félicité. Bon, après, est-ce qu'il a félicité pour qu'il s'en aille plus sans créer d'esclandre, ou est-ce qu'il s'entend bien avec lui? J'en sais rien. Ce qui est intéressant sur Oudéa Castéra, c'est que c'est la seule ministre de la société civile à avoir réussi son baptême du feu politique, effectivement. Parce qu'au début, il y a le Stade de France, ça se passe très mal, mais après, elle comprend qu'il faut qu'elle monte au filet, puisque c'est une ancienne tenniswoman, et elle... Il y a du niveau dans cette émission. Elle intervient d'abord, parce que c'est intéressant, elle intervient d'abord sur la réorganisation de la gouvernance de la Coupe du Monde de rugby, puis elle pousse vers la sortie Bernard Laporte, et il y a quand même une gradation, elle se fait quand même, il y a comme une sorte de... Et elle sera peut-être aussi attaquée en diffamation devant la Cour de justice de la République, on verra l'épilogue de cette affaire. Pour le coup, elle aura l'opinion avec elle. Oui, je pense, Ça reste entre nous, c'est fini, merci de nous avoir suivis. Rendez-vous mercredi prochain à 21h avec l'excellent David Revaud-Dallon. Radio J. J'ai décidé de dissoudre l'Assemblée nationale. C'est de la poudre de perlimpinpin. Cet adversaire, c'est le monde de la finance. Et vous avez tout à fait raison, monsieur le Premier ministre. Je vous demande de vous arrêter. Ça reste entre nous.